La matinale RCF, le grand invité. Bienvenue, il est 8h10, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Pierre Servant. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de géopolitique. Merci d'avoir accepté ce matin notre invitation. L'armée ukrainienne a affirmé cette nuit que les forces russes avaient fait sauter le barrage de la centrale hydroélectrique de Novakharova, ce qui pourrait causer d'importantes coupures dans la région de Kherson, au sud du pays. On parle depuis longtemps de contre-offensive imminente de l'armée ukrainienne. Est-ce que la Russie essaye, par ce type d'action, de ce qui s'est passé cette nuit, de montrer les muscles ? Exactement, la Russie est en difficulté ces derniers mois. Elle a lancé sa propre contre-offensive dès le mois de janvier sur une ligne de front assez importante, les villes de Vuhledar, Avivka, Bakhmout, Soledar. Bakhmout est tombé, ou à peu près complètement, mais sur les autres positions, les Ukrainiens ont très bien résisté, donc ça a plutôt été une défaite de cette offensive russe. Et puis vous avez noté que depuis un peu plus d'un mois, les Ukrainiens procèdent à des frappes dans la profondeur du territoire russe ou en territoire occupé de diverses façons. Vous avez des trains qui déraillent, des drones qui frappent ici ou là en Russie, des postes électriques qui brûlent, des bâtiments qui brûlent, des incursions territoriales avec des unités blindées relativement lourdes, quelques dizaines de véhicules du côté de Belgorod. Et donc, il y a les Ukrainiens utilisent une technique que j'ai appelée la technique des 3 A. A pour affaiblir les Russes, pour les affoler par la multiplicité des frappes. Et le troisième A, c'est pour affiner leur propre contre-offensive. Et les événements dramatiques de cette nuit sur le barrage de Novakharova sont terribles à tout point de vue, sur le plan écologique, humanitaire et militaire. Et effectivement, on peut penser que les Russes cherchent par là à bloquer un des axes possibles de la contre-offensive du côté de Kherson. Vous parlez d'affiner la stratégie de cette contre-offensive. On l'annonce comme imminente depuis des semaines. Quand aura-t-elle lieu ? Aura-t-elle lieu un jour ? Écoutez, je n'en sais rien. Normalement, elle devrait avoir lieu parce que, les autorités ukrainiennes l'ont annoncé à plusieurs reprises. C'est un peu difficile, à mon sens, d'annoncer ça, y compris à la population qui nourrit des espérances de récupération de leur territoire, voire de libération complète, et qu'elle n'arrive jamais. Il ne faudrait pas que ce soit un peu comme dans la pièce de Beckett en attendant Godot qui n'arrive jamais. Donc je pense qu'elle aura lieu. Quand je n'en sais strictement rien, je pense que ceux qui le savent autour du président Zelensky, c'est un tout petit nombre. Et il est possible que les Ukrainiens testent plusieurs tactiques. Celle justement consistant à affoler et affaiblir le dispositif russe pour voir comment il réagit. Est-ce que il peut s'auto-détruire d'une certaine façon. Je pense quand même qu'il y aura bien un moment, et la météo joue un rôle important pour la contre-offensive. Il faudra quand même bien un moment aller au contact direct. La météo. La météo est importante, mais elle est toujours un petit peu à double sens. Dans la mesure où les Russes conservent une aviation importante qui se risque peu souvent dans le ciel ukrainien parce que les Ukrainiens ont des systèmes de défense sol-air importants. Mais vous avez noté ces dernières semaines un grand nombre de frappes, notamment sur Kiev, destinées à fixer autour des grandes villes les systèmes de défense antiaériens pour qu'ils n'aillent pas sur la ligne de front et pour assécher les réserves en missiles des Ukrainiens. Et si les Russes utilisent leur aviation qui compte quand même plusieurs centaines d'avions, ça fait peser une menace sur la fameuse contre-offensive. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Il peut y avoir plusieurs axes de pénétration. Là, du côté de Kherson, justement, la destruction du barrage rend très très compliqué une offensive de ce côté-là. Derrière Kherson, il y a la Crimée. Donc on parle beaucoup de Melitopol, Mariupol. C'est un axe sur la carte qui permettrait de couper en deux le front. Voilà, mais les Ukrainiens sont imaginatifs et ils peuvent avoir d'autres plans dans leur tiroir. Se pose aussi la question de la forme de cette contre-offensive. On est aujourd'hui le 6 juin, anniversaire du débarquement. Est-ce qu'il y aura quelque chose de l'ordre du débarquement, c'est-à-dire une vaste et unique opération décisive, ou au contraire, les Ukrainiens vont lancer peut-être plusieurs opérations simultanées ? Que sait-on ? Que peut-on imaginer au regard du terrain ?
Alors déjà, un débarquement, le seul possible, ça serait à partir de la mer Noire en Crimée. Les Russes d'ailleurs s'y sont préparés, ils ont construit en taille réduite ce que les Allemands avaient construit sur toute la façade maritime ouest européenne, le fameux mur de l'Atlantique. Les Russes ont construit plusieurs systèmes de défense sur les côtes de Crimée, mais les Ukrainiens n'ont pas de marine, donc ça paraît difficile. Ils peuvent frapper avec des drones navals, ce qu'ils ont déjà fait, mais ça ne constitue pas un débarquement. Et donc après, effectivement, on peut penser que les Ukrainiens peuvent rassembler à peu près 80 000 hommes, mais ils auront beaucoup de pertes, parce que les Russes se sont fortement retranchés, mis des champs de mines, etc. Alors, est-ce qu'ils vont tout faire sur un point, justement pour avoir vraiment un effet de coin d'acier, de puissance de feu pour traverser les Russes, les lignes russes, et espérer une dislocation? Ça peut être une hypothèse. Ou alors plusieurs axes de pénétration, encore une fois devant Kharkiv. Kherson était aussi évoqué, mais là la destruction du barrage rend cette hypothèse assez difficile. Voilà, donc en tout cas on en est réduit aux conjectures puisque on ne sait pas quels sont les plans ukrainiens, et je pense que un des éléments très importants pour les Ukrainiens, c'est le renseignement, et donc c'est ce renseignement sur la façon dont les Russes se comportent, bougent leurs troupes en fonction des coups d'aiguille qui sont plantés depuis un mois, qui peut aussi faire que devant la table de Zelensky et du général Zaloujny, il y a plusieurs plans possibles, il y a plusieurs axes possibles. C'est comme ça que travaille notamment le bureau opération, les planifications, surtout la planification qui prévoit plusieurs figures, et c'est le renseignement à la fois satellitaire, drone et renseignement humain qui certainement décidera le président Zelensky à vraiment engager la contre-offensive, mais avec un risque énorme, c'est qu'il n'a pas le droit à l'échec. Donc c'est une décision extrêmement grave. Et pour cette contre-offensive, il y a besoin de munitions, d'armes, les armes promises par les Occidentaux qui arrivent peu à peu. Est-ce qu'il y a aussi un timing? Il faut attendre que toutes les armes promises arrivent pour lancer cette contre-offensive, avec toujours cette contrainte d'avoir des munitions en quantité suffisante. Oui, c'est un point extrêmement important, c'est qu'il faut pouvoir, dans la planification d'une opération, il faut prévoir l'approvisionnement continu de la force qui va passer à l'offensive. Il faut avoir 2-3 mois de munitions, de stock de munitions. Or, les Russes ont fait quelques frappes ces derniers temps sur des stocks de munitions ukrainiens et de matériel dans l'ouest du pays. On ne sait pas exactement ce qui a été détruit, mais ça peut contribuer à ce que les Ukrainiens prennent leur temps pour reconstruire ces réserves-là. On sait que les chars Abrams sont arrivés tardivement. Les Français ont fourni des blindés légers, les AMX-10 RC, qui sont excellents, mais qui n'étaient pas tous arrivés sur le terrain. Donc il y a ces éléments qui jouent. Et pour revenir sur la météo, j'ai pas été complet tout à l'heure, c'est toujours à double sens. C'est-à-dire que quand il fait beau, d'abord au sol, ça permet aux véhicules de blindés lourds notamment de se déplacer beaucoup mieux, ça, il n'y a pas de problème, mais par rapport au ciel, ça facilite le travail des drones de surveillance ou drones armés, mais ça facilite aussi le travail de l'aviation russe si elle était engagée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était vrai pour le 6 juin 1944, vous savez que le général Eisenhower avait préparé 2 communiqués, un communiqué de victoire et un communiqué d'échec, la force alliée étant rejetée à la mer par les nazis. Donc c'est toujours une énorme prise de risque et voilà. Et donc effectivement les Ukrainiens cherchent à avoir tous les atouts dans la main. Ils n'ont pas les F-16 et ils ne les auront pas avant 4-5 mois, et je pense pas que l'offensive soit repoussée à 4-5 mois. Donc voilà, là on est au jour le jour et on voit que les Russes essaye de gêner et d'entraver cette future offensive. Nous sommes avec Pierre Servan, spécialiste des questions de défense, pour évoquer ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Intéressons-nous peut-être à la Russie maintenant et cette rivalité croissante entre Evgeny Prigojine, le chef de la milice de Wagner, et le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Récemment, Prigojine a accusé une unité russe d'avoir attaqué ses hommes. On a du mal à comprendre la rivalité entre Wagner et le ministère de la Défense russe. Que se passe-t-il ?
Écoutez, c'est absolument sidérant. C'est sidérant. Pendant un certain temps, d'autres observateurs avec qui j'ai fait des émissions pensaient que Prigojine jouait un peu le rôle du fou du roi. Celui qui reste fidèle au roi ou au tsar, mais qui dénonce la cour, les petits marquis, les hommes qui vivent dans des bureaux d'acajou. En fait, ça n'a jamais été trop mon hypothèse, et ça l'est vraiment plus du tout aujourd'hui, compte tenu de la violence des propos de Prigojine. C'est un personnage très très étrange, c'est un ancien repris de justice, c'est un homme d'affaires. Et visiblement, enfin moi je pense qu'il se conçoit aujourd'hui comme une sorte de nouveau sauveur de la Russie. Il y a beaucoup de bruit qui court sur les critiques des critiques sur Poutine, sur le thème, mais Poutine n'est pas du tout l'homme fort qu'il prétendait être. C'est en fait un personnage fragile, qui a peur de mourir, qui ne prend pas de décision, qui ne tranche pas. Et là-dessus, moi-même, j'ai eu des informations tout à fait pointues qui vont dans ce sens-là. Et il semble que Prigojine se soit autonomisé en quelque sorte. Et il tient des propos, mais absolument sidérants. J'ai jamais vu dans une guerre un chef de milice armée traiter de tous les noms, mais des noms les plus orduriers, et en même temps faire des analyses qui sont, des analyses contre son propre camp, qui sont très réalistes, où il dit des choses très 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 justes sur la déconfiture de l'armée russe, sur sa désorganisation, etc., etc. Donc je pense que c'est un personnage qui est saisi de démesure, d'hubris, qui se prend pour un nouveau messie russe entre guillemets. Et je ne sais pas jusqu'à quand le pouvoir central va accepter cela. Est-ce de nature à fragiliser la stratégie russe, à fragiliser le moral des troupes russes ? Oui et non, il n'y a pas que ça, c'est un peu l'ensemble. Du côté russe, les grandes fragilités, c'est le fait que c'est une armée patchwork, c'est-à-dire que c'est une armée extraordinairement composite, d'unités de niveaux très très différents. Vous avez de l'armée régulière avec du bon et du très mauvais, vous avez les milices de Wagner, vous avez les milices de Kadyrov, le Tchétchène, vous avez les milices des oblasts sécessionnistes ukrainiens. Tout ça, ça fait pas une armée, et vous avez des gros problèmes de jointure, comme sur un patchwork, si vous voulez. Les coutures sont lâches. Et entre parenthèses, c'est autour de ces coutures que les Ukrainiens vont chercher à taper pour disloquer cette armée patchwork. D'un autre côté, c'est une armée qui a progressé. Elle a progressé notamment dans le domaine de tout ce qui est le brouillage des drones ukrainiens, qui s'est quand même renforcé. Il y a plusieurs études d'instituts qui ont regardé ça de très près. Donc les Russes ont tiré un certain nombre d'enseignements de leurs erreurs depuis le début de la guerre. Donc c'est pas une armée nulle, mais c'est une armée qui est fragile, qui est mal commandée, où il y a un mépris du soldat qui est très fort, et qui souffre de problèmes aussi d'approvisionnement, aggravés par des frappes très intelligentes et très ciblées de la part des Ukrainiens sur des dépôts de carburant, des dépôts de munitions, etc. Le Vatican tente une mission de conciliation avec l'envoi du cardinal Zuppi, un évêque italien. Est-ce que la diplomatie peut encore permettre de sortir de la crise, ou pour le moment, seules les armes peuvent être la solution ? Écoutez, moi je suis un adepte de la diplomatie et des médiations, et donc je préfère celle du Vatican que celle de la Chine, qui est complètement partie prenante dans cette affaire et qui soutient idéologiquement le régime prédateur de Poutine. Mais je pense que Poutine est dans une logique typique du KGB, celle de l'homme fort, et l'homme fort ne cède pas. Et négocier, discuter, c'est céder. Donc je pense qu'il est dans une posture jusqu'au boutiste. Il faut voir les trains législatifs qui passent à la Douma, qui transforment la Russie progressivement d'un État dictatorial à un État totalitaire. Et donc je pense vraiment que dans la tête de Poutine, négocier n'existe pas. Dans mon dernier livre, j'ai interrogé beaucoup de spécialistes de la Russie, y compris de chefs d'entreprise occidentaux qui ont travaillé en Russie, et ils me disent tous la notion de gagnant-gagnant est très très difficile à faire admettre aux Russes. Même dans les affaires, il faut qu'il y ait un dominant et un dominé. Et les historiens disent ce système dominant-dominé, c'est un héritage de l'époque du Goulag, où il y avait au Goulag ce modèle-là, le dominant et le dominé, qui existe toujours, y compris chez les Wagner, et même au niveau du viol.
Oui. entre soldats, entre le soldat dominant et le soldat dominé. Il y a même des termes russes qui disent cela. Donc, si vous voulez, c'est tout un monde archaïque, qui nous est complètement étranger à nous, Européens. Et malheureusement, ça ne laisse pas beaucoup de place aux options diplomatiques pour l'instant. Merci beaucoup, Pierre Servant. Vous publiez Le Monde de demain, c'est chez Robert Laffont. Merci d'avoir ce matin été l'invité de la matinale RCF.